Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Nous vivons une période difficile dans le monde de la restauration, moins de personnel, le prix des matières toujours aussi fort, ainsi que celui des énergies. Voilà le genre de discours que les restaurateurs, les patrons ont à l'heure actuelle. Pas de week-end, horaire en coupure, contrat de 42 heures, bossé 70, mal nourri, sexisme, usant physiquement, maltraité par le patron, par la clientèle. Voilà le discours que peuvent avoir certains salariés vis-à-vis de leur métier. Bienvenue de l'autre côté de la barrière, dans ce monde obscur. Le sujet sera le pire de la restauration. Ça, c'est pas mal, non ? C'est une sacrée intro, Michel. Voilà, pour aborder ce sujet, vous l'avez entendu, je suis accompagné de Maxime. Bonjour Maxime. Salut. Il y a Lucie à la technique. Salut Michel, ça s'annonce intéressant. Ouais, je sens que ça va être violent aujourd'hui. Henri, il est pas là, mais il interviendra par téléphone, on va l'appeler tout à l'heure. Monsieur est en déplacement. C'est Henri. Voilà. Et on aura aussi la chance et l'honneur d'avoir en interview, Gaëtan Husson, un ancien cuisinier devenu artiste, humoriste, en spectacle actuellement au Point Virgule à Paris. Enfin voilà, ça va être chaud quoi, je le sens. Voilà, c'est ce genre de phrase que tu as dû entendre toi aussi Maxime. Alors je sais que t'es cuistot mais tu participes un peu avec la salle. Genre je veux bien un café allongé mais assis. Ça te parle ça ? Ah ouais, oh là là. Ça c'est les blagues un hamburger sans pain. Oui, il y a toujours. Est-ce que vous prenez la carte vitale ? Ah voilà, tu m'as voilà, comme quoi c'est des grands classiques. Des crêpes sans gluten. T'es le mec qui va en Bretagne dans les galettes et les crêpes sans gluten. Ça, peut-être que je me suis plus habitué, ça me choque moins. mais oui. Ouais, ou alors je voudrais la formule du soir, mais ce midi. C'est ça aussi, tu vois, il n'y a rien de prêt, mais mais c'est écrit là. Ou alors les gens qui veulent rentrer dans le resto à midi moins le quart, alors que toi, tu es en train de manger avant le service, et ils disent, non, mais vous n'êtes pas un quart d'heure près ? Bah si, c'est ma pause, quoi. C'est là, je suis en train de manger, quoi. Et j'allais dire l'inverse, les personnes qui veulent manger à 14h15. Ah aussi, oui, quand il y a les chaises sur les tables, t'as fait le sol. 5 ou 10 minutes après la fin officielle du service. Voilà. Et non, messieurs, dames, s'il y a une fin de service, c'est qu'il y a une raison. Donc, Ouais, enfin voilà, j'ouvre les robinets, je dis tout, je vais déverser ma haine. Vas-y Michel, vas-y. Allez, on va commencer par les anciens patrons, voilà. Là, je vais vraiment parler de mes cas perso, je ne citerai aucun nom, c'est intentionnel. Comme celui qui m'a brûlé intentionnellement, justement. Voilà, le truc cool, c'est pour faire rentrer le métier dans la peau. Oui. Juste parce que j'oubliais tout le temps mon torchon à mon tablier. Du coup, il avait rien de mieux trouvé que de faire chauffer à blanc une queue de poêle et de me la faire saisir le plus rapidement possible pour retirer du feu. Et donc, je me suis brûlé au 3e degré quand même, sympa quoi. Ouais. Mais je suis retourné bosser avec le bandage, pas de problème. Tu mets un gant, tu t'arrêtes pas. On est des guerriers. Ce même monsieur me rabaissait régulièrement, c'est-à-dire t'embauches à 9h, tu te pointes à 9h moins le quart, t'es prêt, et on t'explique que t'es bon qu'à garder les moutons, alors que t'as même pas fait une connerie ou quoi que ce soit, quoi. T'as même pas bougé le petit doigt, mais bon, c'est pas grave. J'en ai eu un autre aussi, il adorait balancer ses sabots, tu sais, les sabots de cuisine, mais en bois, là, les vrais. Ah ouais. Là. Ah ouais, à travers, dans la tronche, il visait bien en plus. Il avait de l'entraînement. C'est affreux. Ah ouais, la nourriture aussi, il me balançait de la nourriture, il était pas mal celui-là aussi. C'est des vieux de la vieille, je rassure, normalement ça se fait plus. Toi, je déconne. Toi tu fais pas ça, Michel. Je l'ai eu fait. Comme quoi, je l'ai eu fait. Quand j'ai commencé à diriger vraiment une brigade, même si on n'était pas full, quoi, mais quand tu commences à diriger des gens, tu t'aperçois que les vieux cons, ils déteignent sur toi. On prend les mauvais réflexes et malheureusement... Et par contre, j'ai appris. J'ai fait toute la démarche inverse. Maintenant, je suis dans la bienveillance. Voilà. C'est bien. On fait passer les messages sans crier, sans dénigrer, sans rabaisser surtout. Voilà. Il faut être dans la critique constructive, etc. Qu'est-ce que j'ai eu encore dans... Ah ouais, j'étais serveur aussi. Le mec, il avait inventé la semaine de 12 jours. Une demi-journée de repos, 12 jours.
Ah bah. Je suis parti une semaine avant, vu tous les congés que j'avais cumulés, il a été surpris. T'as bien fait. Non, mais tout ça est réel. Hein. Il m'a fait aussi désherber 200 mètres carrés de terrasse entre les pavés avec un couteau de salle en tenue de pingouin. Ah ouais, génial. Sous 30 degrés au soleil. C'était une belle île, hein. C'était sympa, on avait une belle météo, mais bon, parce qu'il n'y avait pas encore de clients à ce moment-là, donc il fallait désherber. Mais... Oui. Donc, tu vois, le bon vieux Rupson, tant pis pour mes objectifs écologiques, mais là j'aurais bien aimé, tu vois, à cette époque-là. Enfin voilà, et j'en parle pas d'autres, hein. Là c'est mon expérience personnelle. Moi j'ai été traumatisé en 2002 d'apprendre qu'un chef de cuisine avait mis sa petite apprentie dans le sèche-linge. Voilà, qui fonctionnait, hein. Sinon c'était pas drôle. Et moi ça finit au tribunal, hein. Il n'a plus le droit d'exercer dans le commerce, il n'a plus le droit d'avoir de stagiaires, d'apprentis. Enfin voilà, mais ça existait et dans les journaux on en voit régulièrement. Enfin voilà, ça existe toujours. Voilà, oui, faut pas l'ignorer. Il y a le classique enfermé dans la chambre froide, il y a des... Ouais, porter les casiers, faire compter les glaçons, encore ça c'est gentil. Ça, à la limite, c'est pas sympa, mais c'est pas... Au moins, c'est un test de QI, moi j'appelle ça. Au moins c'est pas cruel, quoi. Hein. Ouais, c'est voilà. comme ramener un seau de vapeur, quoi. C'est bon. Voilà, c'est des tests, voir si la personne réagit, réfléchit, va chercher l'échelle à monter les œufs, voilà, le faire à défriser le persil... On donne toutes les astuces là, ça voilà, c'est tout ce que... Alors ça c'est le gentil, hein, dans notre monde, mais les coups de torchon bien mouillés, ça avec des bleus sur les cuisses. T'as eu des trucs toi, des traumatismes Non, j'ai eu peut-être en termes d'ambiance on va dire et de stress, mais pas au contraire. D'objectif. Moi j'ai pas eu du tout de maltraitance physique ou ce genre de choses, mais j'ai côtoyé des cuisiniers plus âgés que moi qui ont connu, ouais. Ah non, pas beaucoup plus âgé, mais enfin voilà, qui avait peut-être 10-15 ans d'expérience de plus que moi. Donc oui, malheureusement, ça existe encore, mais j'ai l'impression qu'on en parle quand même beaucoup plus. Et on en parlera tout à l'heure, mais... La parole se libère. Voilà, la parole se libère. C'est vrai qu'on starifie beaucoup les cuisiniers, etc. Mais j'ai l'impression aussi qu'on a beaucoup plus conscience qu'on parle aussi des coulisses et des mauvais côtés de la restauration, des abus, des violences, qu'elles soient physiques ou morales. Ou numéraires, hein, quand t'es mal payé. Bien sûr, alors ça, on peut y venir aussi. C'est vrai que d'ailleurs, je crois que c'est aussi un point qui est abordé dans le livre que va nous présenter Henri. Mais alors, c'est génial, tu me tends la perche. Mais il y a aussi la convention collective de la restauration qui est complètement... bafouée. Bafouée, qui elle-même déjà est très... J'allais dire, est très cruel envers ses membres, mais oui, quelque part. Enfin, en tout cas, au niveau du code du travail, il y aurait des choses à revoir. Ah ben, si elle était respectée, déjà, je pense qu'on aurait... Exactement. Déjà, il faudrait commencer par là. Il faut savoir que oui, on travaille certains jours fériés, mais on a le droit à une 6e semaine de congé payé, qui est rarement donné. Faut savoir qu'on signe des contrats de 42 heures, mais normalement, entre 35 et 42, les heures doivent être majorées. Ça, voilà, c'est pas toujours fait. Que les stagiaires sont maintenant rémunérés, c'est une obligation. Enfin, voilà, mais... pas de majoration le dimanche. C'est ça. Plein de choses auxquelles on n'a pas le droit. Hein, tu vois que je suis bienveillant. Moi, j'ai décidé de fermer le dimanche et ça enquiquine Henri. Parce que Henri il voudrait déjeuner et dîner chez toi 7 jours sur 7, donc forcément. Non, mais il peut plus, c'est pas plus mal. Je suis méchant. Je te propose, justement, on va appeler Henri parce qu'il a lu un bon bouquin, à ce qui paraît. Allez, appelons-le. Bonjour Henri. Bonjour Michel. Tu nous as lâchement abandonnés, tu t'es même pas dans le studio, on est obligé de faire ça par téléphone. Oui, tu sais, c'est maintenant, j'ai un agenda très très développé, tu t'en doutes, et donc je suis un peu je vous parle de Montréal actuellement, là j'ai un colloque important. Okay. Donc sérieusement, je suis à Paris pour différentes raisons personnelles, mais j'avais à cœur de participer quand même à cette émission. Il m'a l'air spécialement riche aujourd'hui. Oui, parce que tu t'as lu un bouquin. C'est pas la première fois. On te connaît. Non. Je me fous tout le temps de sa tronche, mais c'est vrai qu'il lit beaucoup, Henri. C'est un scoop. Ah oui. Il dévore les livres. C'est vraiment le terme. Oui, mais écoute, j'ai lu le dernier livre dont on parle beaucoup de Nora Boisouni, qui parle des violences en cuisine, qui est sous-titré Une omerta à la française. Et alors, j'ai pas appris grand-chose, si ce n'est dans l'ampleur de ce phénomène. Et dans la violence des témoignages, j'avais assisté moi-même en tant que cuisinier à certaines choses
Je pense qu'on connaît tous ça, toi, dans ton apprentissage aussi. Maxime a assisté à certaines choses aussi dans certaines maisons parisiennes et on connaît un peu le sujet. Mais c'est vrai que ce livre met la lumière sur elle appelle ça quelque chose de systémique, c'est-à-dire que ça se trouve aussi bien dans les grands restaurants que dans les restaurants plus classiques. Mais il y a quand même un mythe de la grande restauration où, pour y arriver, il faut souffrir, il faut être humilié, il faut en baver, il faut faire 12 heures par jour, payer 70 heures, payer 43. Il faut subir des remarques et des attaques sexistes dont je vous passe les détails tellement c'est monstrueux. Un chef qui appelait une de ses collaboratrices, une de ses cuisinières, qui l'appelait juste simplement par le nom de pute, pas par son prénom, etc., etc. Des choses racistes, évidemment, homophobes, c'est pas une sauce de PD, enfin j'en passe et des meilleurs. Et tout ça est quand même assez justifié, entre guillemets, par le fait que on fait de la très haute gastronomie, et c'est ce qu'elle appelle le mythe fondateur un peu. Roland Barthes disait que le mythe, sa fonction, c'est d'évacuer le réel. En fait, quand on a le mythe que la haute cuisine, c'est ce qu'il y a de plus important, que le chef, c'est un demi-dieu, c'est un artiste, c'est un génie, on doit se soumettre, on doit être bizuté, on doit passer dans une chambre froide, se faire rouer de coups, mais c'est normal parce que c'est comme ça qu'on apprend. Enfin, il y a toute cette espèce de croyance autour du fait que l'excellence rime forcément avec souffrance. Et malheureusement, c'est encore très très répandu. Et ce livre le montre de manière assez, de manière très très limpide. C'est un livre que je recommande pour ça parce que il faut vraiment saisir l'ampleur de ces violences en cuisine qui sont malheureusement encore très 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 répandues malgré quelques tentatives pour essayer de rendre ça plus humain, mais on en est très loin. Ouais, moi ça me fait penser tout de suite à un truc, c'est on voit ce genre de brimade dans l'armée, souvent, là il y a eu un cas il y a pas très longtemps, lié à un décès quand même, et moi je pense que c'est depuis Escoffier quand même, depuis qu'on a régi la cuisine de façon brigade militaire, c'est-à-dire chef, sous-chef, commis, sous-commis, Loufia et tout ce qu'on veut bien, quoi, avec des terminologies. Très hiérarchique et très verticale, oui, tu as tout à fait raison. C'est évidemment Escoffier qui fait du taylorisme, en plus, qui assigne notamment les commis à des tâches parfois extrêmement subalternes. Non seulement il supporte les humiliations des mecs juste au-dessus, puis dessus, juste au-dessus, en plus en faisant souvent... je me souviens de quelqu'un qui me racontait dans une grande table... étoilé à Paris, il avait passé 6 mois à se bousiller les mains, passe-moi l'expression, mais en triant des langues d'oursin par couleur, tu vois, donc toute la journée à main nue à ouvrir des oursins, et puis après, alors, les plus orangés, tu les mets dans à gauche, un peu plus jaune à droite, enfin, un travail dont on peut penser qu'il est quand même pas très enrichissant, et en plus, tout ça sous la menace, et puis tu vas pas assez vite, et puis... Enfin voilà, donc Escoffier, c'est la taylorisation, donc c'est déjà le fait que certains cuisiniers ne touchent qu'à une partie infime de ce que sera le résultat final. Et en plus, c'est aussi l'apparition du chef glorifié, puisque Escoffier était ami de César Ritz, et il était une véritable star, comme pouvaient l'être des grands musiciens, comme Franz Liszt à l'époque, comme d'autres, ou comme Wagner. C'est-à-dire qu'on assiste à un statut du chef qui devient, et aujourd'hui on voit bien dans les émissions Top Chef, pour pas la nommer, quand un chef invité dans l'émission étranger ou autre arrive, c'est carrément une apparition papale. Le chef machin arrive, on doit être dans une espèce de dévotion, de recueillement, d'admiration. C'est comme si Dieu arrivait. Et quand le critique gastronomique, toujours pour pas le nommer, François-Régis Gaudry, vient pour donner son avis, on est dans d'une ferveur et un recueillement. Attention, est-ce que François-Régis Gaudry va aimer? Est-ce qu'il va pas trouver ça trop salé? Et là, il faut avoir peur, il faut être... conflit dans l'angoisse de savoir si le verdict et celui qu'on prenne ne va pas tomber. Enfin, tout ça est complètement excessif, comme le rappelait une cuisinière récemment, et comme on en parle souvent avec Maxime aussi, on sauve pas des vies, quoi. Vous n'êtes pas en train de faire une chirurgie à cerveau ouvert pour sauver quelqu'un. On sert à manger, et ça devient, je trouve il y a quelque chose de ridicule, et moi c'est pour ça que très personnellement, je ne cours pas après les grandes tables étoilées parce que je sais ce qu'il y a derrière. Je sais les horaires de travail, les humiliations, tout ça pour sortir une assiette qui finalement, au sein d'un menu qui coûtera le salaire d'un des types qui aura bavé pendant 1 mois. Il y a quelque chose de très sale, je trouve, dans l'arrière-cuisine. Je ne veux pas généraliser, il y a sans doute des restaurants où ça se passe bien, où les pratiques sont vertueuses, mais souvent dans les grands restaurants, les 3 étoiles Michelin, l'arrière-boutique est quand même très sale en termes social, en termes de pratiques
de respect de l'humain, et tout ça pour que les gens viennent et que ça ait l'air très beau, très gentil, très magnifique, très luxueux. C'est l'envers du décor qui me choque beaucoup, et je pense que malheureusement il y en a quand même énormément qui sont concernés par ce genre de situation. Enfin, en tout cas, tout ce que j'ai pu entendre moi personnellement, au-delà de ce livre, sur des amis qui ont pu travailler dans des établissements comme ça, c'est quand même toujours un peu le bagne. Et les gens le font parce qu'ils se disent que en passant par là, ils vont toucher l'excellence. D'ailleurs, il y a quelque chose. Henri, c'est pas je voulais revenir. Il s'emballe, le bonhomme. je voulais revenir avec toi sur un point un peu plus précis, mais moi j'ai lu des interviews de l'autrice du livre. Je n'ai pas encore lu le livre, mais elle présentait en tout cas une partie de ses recherches et de son enquête. Et elle parlait dans le côté systémique justement des violences en cuisine. Elle parlait aussi du syndrome de Stockholm des cuisiniers eux-mêmes en fait, parce que non seulement le problème vient des chefs et du système en lui-même et de la hiérarchie, on va dire en cuisine classique, mais aussi finalement des employés eux-mêmes qui n'osent pas parler, qui ne peuvent pas, parce qu'ils sont la loi du silence, c'est pour ça qu'elle dit une omerta, évidemment. Voilà, l'omerta. Et on voit quand même que la parole commence à se libérer. Est-ce qu'elle cite un peu justement, on va dire, des chefs qui, eux, ont trouvé une méthode un peu plus efficace? Elle parle d'Éric Guérin, qui est très à la pointe de ça. Qui est très très investi dans le fait déjà dans ses propres établissements, mais évidemment de faire un peu essaimer ces bonnes pratiques dans l'ensemble du milieu, parce qu'il faut dire et redire que ce n'est pas parce qu'on en prend, entre guillemets, passez-moi l'expression, plein la gueule, qu'on apprend mieux. C'est même prouvé depuis très longtemps que c'est le contraire. Donc cette idée que la souffrance serait une sorte de rite initiatique qui permettrait d'atteindre l'excellence, c'est totalement stupide. Moi, j'ai appris avec certains chefs qu'il n'y avait pas un mot plus haut que l'autre. Quand on ratait, il le disait clairement. C'était pas question de mâcher ses mots, mais c'était pas non plus question d'hausser le ton et de se faire traiter de tous les noms. C'était juste, écoute, t'as raté, tu recommences et tu vas apprendre et je vais te montrer comment on fait. Henri, il y a vraiment pas besoin de D'ailleurs, je suis frappé quand je vois certains jeunes dans les émissions. Henri. On parlait. Oui. Ouais, moi je pensais vraiment à un autre truc, pardon de te couper, mais je pensais à un truc avant que j'oublie. J'ai cette impression aussi un peu médiévale. Excusez-moi, quand je suis lancé, non. Oui, j'ai cette impression médiévale où le second, le commis est honoré d'être le vassal de ce chef. Et il va reproduire. Et il va reproduire ce mécanisme, alors que celui qui est simple serveur dans une auberge, toi t'es en dessous, moi je suis le serveur du duc, du baron, du roi. Il y a même... on reproduit le modèle à grande échelle, en gros, quoi. Oui, bien sûr. Et puis il y a presque une fierté de ne pas exister, d'être totalement dévoué à la cause. La peur d'être viré, du coup. Il y a la peur d'être viré, et puis il y a le fait qu'on est fasciné. Alors, je travaille dans la cuisine de tel restaurant. Je suis donc au service de, on va pas citer de nom, mais de très très grands chefs très médiatisés. C'est un honneur, et ça passe par le fait que j'en oublie. Enfin, je veux bien qu'on me piétine. D'ailleurs, pas mal de jeunes cuisiniers, ils disent, ils se glorifient d'être des machines. Moi, je suis une machine. Alors, depuis quand est-ce que c'est intéressant d'être une machine? Comme si on glorifiait le fait de ne pas avoir d'affect, de ne pas avoir de faiblesse, de ne pas avoir de fatigue. Moi, ça découle aussi d'ailleurs. Vous savez qu'il y a le sujet de la drogue, des stupéfiants, de la cocaïne notamment en cuisine, qui est presque il y a des humoristes qui en font du mot. C'est presque c'est très répandu parce que pour tenir, on prend de la coke, on fait 12 heures par jour, mais on est des guerriers, on en chie, mais on travaille dans tel 3 étoiles. Et c'est systémique. Mais après, il y a quand même des chefs qui ont de la bienveillance, et je l'espère. Je suis pas dans les coulisses, et je pense qu'on va citer que les bienveillants et on citera pas les mauvais. Donc comme ça, les gens feront le tri. C'est pour rire. Mais je pense à Thierry Marx, qui va quand même faire de l'école gratuite, qui va faire de l'école en prison pour la réinsertion, qui assume complètement de venir des banlieues, d'être passé par la boxe et la cuisine,
parce que c'était pas son délire au début. Et du judo, maintenant du judo, mais il a commencé par la boxe, la cuisine. Maintenant le judo, que c'est un dieu dans son domaine, même si je suis pas fan de la cuisine moléculaire, 100% végétale, etc. C'est un très bon chef. Mais je pense qu'il est dans la bienveillance, ce mec. Certes, mais est-ce que après la question que je pose de manière très 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 innocente, je ne veux pas affirmer quoi que ce soit, mais si tu veux, le fait que Marx se présente ce visage-là, bon, on peut lui tenir, penser que c'est la réalité et qu'il ne surjoue pas, mais est-ce que ensuite dans ces établissements, si tu veux, le problème c'est que le sous-chef de Marx qui n'est pas là pendant qu'il fait d'autres choses et qu'il est sur des plateaux télé, est-ce que lui est vraiment quelqu'un de bienveillant, et est-ce que celui qui est juste en dessous, si tu veux, c'est toujours cette espèce de martyrisation en cascade. C'est-à-dire que quand t'es le tout petit commis dans ce genre de resto, au-dessus de toi, t'as un mec qui est déjà un peu frappé par celui d'au-dessus et qui se venge sur toi. C'est une espèce de cascade où tout le monde est un peu maltraité, il se venge sur celui qui est en dessous. Oui. C'est du copier-coller, quoi. Je dis que malheureusement, c'est pas parce que Marx... et peut-être que même il ne le sait pas, il peut pas être partout, mais en tout cas c'est vrai le discours est déjà très important. Il faut dire et redire que ce n'est pas comme ça qu'on doit procéder, et malheureusement de toute façon il ne s'agit pas de vivre en pâture des noms, parce que Nora Boisoni ne donne pas de nom, à part ceux qu'on connaît par les affaires qui sont sorties, mais les noms de là où ça se passe bien on n'en parle pas non plus. Mais c'est quand même assez effrayant, et quand elle dit systémique, ça veut dire que c'est pas partout, mais c'est quand même très très fréquent, quoi. Voilà. Et le syndrome de Stockholm, moi je connais un chef cuisinier dans un établissement au Havre qui s'appelle Chez Lily, qui passe toutes ses après-midi et même quand il ne travaille pas au bar. Voilà. Bon, on va rappeler quand même le nom du bouquin, c'est Violence en cuisine, une omerta à la française. À la française, Nora Boisoni, c'est un livre chez Stock, c'est un livre assez intéressant et assez effrayant. Et lisez-le pour même ceux qui ne sont pas cuisiniers, mais voilà, c'est quand même. On se rend compte qu'après, on y regarde peut-être à 2 fois avant d'aller dans des grandes maisons, parce que franchement, ça donne pas envie. Tu commandes quand même chez Uber et tu t'en fous que le mec il pédale comme un con, quoi. Non, je ne le fais plus. Je ne le fais plus. C'est bien mon chéri, c'est bien. Je vais au marché bio au bout de la rue de Paris. C'est bien. En plus, bon, t'améliores ton quotidien, c'est bien. Merci Bravo, beaucoup. Merci de couper tout ce que j'ai dit parce qu'il y en a beaucoup trop. Merci beaucoup Henri, c'était chouette, merci. Bon ça fait froid dans le dos, quoi. C'est les grands, les petits chefs, j'allais dire. Non, mais c'est ça, quoi. Non, mais il faut aussi parler de ça, en fait. C'est bien beau, effectivement, d'apprécier son dîner, son déjeuner, mais voilà, derrière, il y a des gens qui travaillent, qui transpirent, qui... Ah ouais, la chaleur en cuisine, voilà. Aussi, les conditions de travail aussi, qui sont pas forcément respectées. Donc, voilà. Alors, par exemple, c'est vachement compliqué de mettre une clim dans une cuisine. C'est parce qu'avec c'est même contre-productif, parce qu'on essaie de garder certains plats au chaud quand même. Surtout pas au niveau du pass, oui. Oui, voilà, par exemple, c'est là où on met des grosses lampes UV qui te chauffent bien la gueule au passage. Non, mais par exemple, moi j'ai trouvé les tours de cou ventilo. Et du coup, c'est plus cool de bosser. Tu trimbales ton ventilo sur toi. Et sérieusement, petit gadget chinois, mais voilà. Et du coup, on a du confort. Voilà. Faire attention quand même de pas, quand tu manipules tes ustensiles, etc., de pas te coincer le ventilo quand même. Non, c'est bien fait, c'est hermétique. Franchement. La technique. Ouais, je t'enverrai le truc. Je dois même en avoir un drap pour toi pour cet été. Et on veut les photos, s'il vous plaît. D'accord, promis. Je mettrai les photos sur la page Facebook de Gastronomique. Voilà, fallait se détendre et se vider un petit peu la tête avec... Voilà, 2-3 blagounettes, on va dire. Je vais vous proposer une petite pause musicale. On va s'écouter Too Sweet, une reprise par Menthol, un joli brin de fille. Voilà. It can't be said I'm an early bird. It's 10 o'clock before I say a word. Baby, I can never tell. How do you sleep so well? You keep telling me to live right, to go to bed before the daylight, but then you wake up for the sunrise. You know you don't gotta pretend, but baby now and then, don't you just wanna wake up dark as a lake, smelling like a bonfire lost in a haze. If you're drunk on life, babe, I think it's great, but while in this world, I think I'll
I'll take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I aim low, I aim true, and the ground's where I go. I work late where I'm free from the phone, and the job gets done, but you worry some. I know, but who wants to live forever, babe? You treat your mouth as if it's heaven's gate. The rest of you like the TSA. I wish I could go alone. Babe, don't get me wrong, you know you're bright as the morning, as soft as the rain, pretty as a vine, as sweet as a grape. If you can sit in a barrel, maybe I'll wait until that day. I'd rather take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. You're too sweet for me. I take my whiskey neat, my coffee black and my bed at 3. You're too sweet for me. 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 Voilà, ambiance house music. House Ça y est, music. l'anglais, Michel, ça vient. Ouais, enfin voilà, ça respire le soleil. Oh bah tiens, on est le 21 juin, il n'y a pas Helios, un truc comme ça chez Lily, chez vous Je crois que oui, il y a une grosse fête, ouais. Ouais, ça va être violent. Ah bah ça Non, commence, c'est cool. ça commence dans quelques minutes à partir de midi, donc... Helios, ouais, j'aime beaucoup. J'ai toujours trouvé ça zen, comme les gens sont zen en tout cas. Ouais, c'est un super collectif. Donc là, il y a une grosse fête là, ouais, chez Lily, donc vous pouvez venir dès midi et jusqu'à tard ce soir. Voilà. Maxime, j'ai largement tapé sur les patrons. As-tu des gens qui travaillaient pour toi ou avec toi, des collègues, machin, ou ça, genre insupportable, qui ont tous les défauts du monde Alors après, c'est aussi un peu la magie de ce métier-là. C'est vrai qu'on côtoie quand même des gens très différents. Notamment en salle, parce qu'en salle il y a beaucoup plus de turnover entre les saisons, donc on a des fixes et puis on a aussi des personnes où ça va ça vient, donc oui, je pense qu'on a tous en tête l'expérience d'un collègue qui nous tape un peu sur le système, mais ça pour le coup j'ai l'impression que c'est pas propre à la restauration. Oui. Ah oui, non, c'est commun. Voilà, je pense qu'on a tous, dans le cadre du travail, on a tous quelqu'un. Après, en restauration, là où c'est très particulier, c'est que comme on est dans des moments intenses de stress chacun, et que on se voit souvent, voire trop souvent, et sur plus d'heures que, on va dire, des horaires de bureau. C'est peut-être là où les tensions peuvent s'accumuler et exploser un peu plus, quoi. Mais oui, je pense qu'on a tous connu ça. En cuisine, un peu moins, mais ouais, bien sûr. Oui, je pense qu'il y a moins de tension, ouais, effectivement, en cuisine qu'en salle. Enfin bon, moi j'ai été salarié avant d'être patron quand même, et j'ai bossé avec un maître d'hôtel qui n'en foutait pas une rame. Ouais. Alors quand tu te prends quand même 120, 200 couverts dans la tronche en étoilé gastronomique, que monsieur est même pas capable d'enchaîner les commandes, par exemple, ou de distribuer les directives, ce qu'on a fait, c'est le personnel. Nous, le personnel, on l'a mis au coin, derrière le bar, donc il faisait l'apéri et quelques cocktails, avec le chef barman, donc il était aux ordres du chef barman, et on a pris 2 chefs de rang qu'on a déclarés maîtres d'hôtel, et eux qui faisaient parfaitement le taf, quoi. On les avait surnommés Ekel et Jekyll, à cause de la tenue, parce qu'ils étaient habillés en smoking, voilà, donc on avait Ekel et Jekyll qui faisaient
admirablement le boulot, mais on a dû, le planquer, ce mec-là. En plus, il passait son temps à picoler, à piquer dans les pourboires. Enfin, voilà, c'était l'horreur. Ça avait l'air bien. Ah ouais, c'était cool. C'était au même endroit où je faisais le carrelage. Ça correspond bien à l'esprit. Il y avait une ambiance topissime. La drogue sur place, certains salariés qui arrivaient défoncés pour tenir. Et c'était sport, quoi. Des cuisiniers qui abusent de la bouteille, je m'inclus dedans, j'avoue. On a tous nos trucs. Moi, c'est la picole et le café. Comme quoi, on aura beau dire avec modération, mais on a tous un truc, machin. C'est malheureux, mais on peut pas enchaîner les heures sans rien. Donc c'est beaucoup le café, je rassure tout le monde. C'est quand même, on va dire 2 jours dans la semaine où c'est la bouteille et le reste, ça va, c'est la caféine. Le cœur est bon. Je reviens du médecin, tout va bien. Ah bah. Impeccable, je vais pouvoir reprendre des cafés alors. Ouais, ça va. Je suis quand même à 3 cafetières par jour, moi. Moi, je bois beaucoup aussi de café, donc je... Oh non, c'est le truc. Je ne te jugerai pas. C'est ça ou la farine, comme disait Henri. Ça, non. C'est mal. Qu'est-ce que j'ai eu j'ai bossé avec une serveuse. On lui fait promettre d'être là pour la rentrée. Voilà, dire c'est la semaine la plus dure. À l'époque, c'était en septembre, dans cet établissement, parce qu'on avait tout le milieu scolaire autour de nous. Elle était très fêtarde et ça n'a pas raté, quoi. Elle a réussi à faire la bringue le mardi, donc elle s'est pas pointée ni le lundi ni le mardi. Tu démarres, il manque 2 bras, voilà quoi. Alors dans un petit établissement, quand on n'est que 4, ça fait 25% du personnel en moins, quoi. Pour vous donner un ordre d'échelle. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que tu la recroises le soir, alors qu'elle s'est mise en arrêt. Et la blague, c'est que tu la vois en train de faire encore la fête, quoi. C'est génialissime, donc t'as plus que les boules. Les serveurs cuistots, voleurs, quoi, dans certains endroits où j'ai travaillé. Alors certains par nécessité, là tu comprends, c'est pour nourrir la famille, mais quand l'autre il pique les truffes, non, c'est moins drôle. Tu dis là, c'est pas pour bouffer, quoi, clairement, c'est pour se faire des sous. Enfin voilà, j'ai pas eu que des amis là où j'ai travaillé. Il y a eu des gens très bien qui m'ont supporter, aider, rassurer, en me disant tu verras, il y a des patrons cool quand même, quoi. Il y en a. Non, si, t'es pas dans les méchants. Attends, je pense pas, j'espère pas. Non, Donc, tu l'as libérée, la petite de la cave. non, j'arrête. Je connaissais pas le sèche-linge, je retiens. Mais c'est vrai que c'est quand même tout ce genre d'histoire qui malheureusement... on en revient au sujet de l'émission, c'est vrai que ça a longtemps été longtemps été la chasse, juste des blagues entre cuistots, entre serveurs. Et aujourd'hui, heureusement, on parle des cas extrêmes et graves. Ça peut dégénérer, ça peut dégénérer. Des bizutages qui tournent mal. Mais c'est un métier qui est quand même qui est très beau, mais que ce soit côté salle ou côté cuisine, qui peut rendre un peu fou parce que l'exigence, elle est partout en fait. Mégalo, quand je dis qu'il y a certains chefs on la pastèque, le melon, bien sûr. Ça quoi, hein. Des gros mégalos. Bon, plus drôle, justement, dans ces genres de serveurs, j'ai cru comprendre que tu voulais nous parler d'un humoriste, Justin. C'est Justin. Juste Justin, oui, sur Instagram, mais qui est un peu dans, je crois, une équipe à Paris où il y a justement Gaëtan Husson. Oui, qu'on va avoir tout à l'heure. On va avoir tout à l'heure au téléphone. Gaëtan, lui, s'est spécialisé dans vraiment les blagues de restauration côté cuisine. Et Justin, lui, fait plutôt le côté serveur. Donc il y a pas mal de vidéos où il fait le serveur parisien en burn-out. Et il se moque justement des relations entre salle cuisine ou des clients très très chiants, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, il y en a. Hein, ça existe. Ça existe aussi. On va se les faire après, justement. Et alors c'est de la caricature, mais c'est très. Enfin moi ça me fait rire, ça me fait beaucoup rire, et je l'ai même, je l'ai envoyé à des amis et collègues en salle et qui s'y retrouvent aussi, quoi. Donc c'est juste Justin sur Instagram. Vous pouvez voir, il y a pas mal de vidéos, c'est à peu près une par semaine sur ce thème-là. Il fait d'autres sketchs, mais sur le serveur, c'est vraiment très drôle. En fait, c'est tout ce qu'on aurait aimé dire aux clients qu'on ne peut pas. Exactement. Voilà, faut pas oublier qu'il y a beaucoup de sourires factices des fois face aux clients. J'en suis désolé, mais on fait notre boulot. Exactement, du mieux qu'on peut, souvent.
Et il y avait un autre compte Insta aussi, les toqués de la restauration. Oui. Je l'aime beaucoup, ça fait longtemps que je le suis, celui-là. Ouais, qui est assez connu dans le métier et qui, lui, recense pas mal les avis clients aussi. Parce qu'il y a ça, il y a les clients qui sont insupportables sur place, puis il y a les clients qui sont insupportables après. Alors, on a tout à fait le droit d'exprimer son mécontentement ou sa satisfaction après avoir dîné ou déjeuné dans un restaurant, mais il y a des façons de faire. Donc c'est assez drôle de s'amuser de ça. Et donc eux, c'est plutôt des compilations écrites, Ça, il y a même la législation. Et voilà, il y a des choses un petit peu plus. Voilà, pour aider les salariés, pour aider les clients. Alors, je vais, par exemple, législation pour aider les salariés, le pourboire, qui doit gérer le pourboire, comment il est partagé, et ainsi de suite. Alors, je vais donner tout de suite la solution. Le pourboire, c'est toutes les personnes en contact avec la clientèle. Donc, un cuisinier qui a la possibilité de dire bonjour, au revoir aux clients, ça suffit pour parler de contact clientèle, même s'il est supposé rester caché dans sa cuisine. Donc, normalement, dans ce cas-là, la salle est supposée partager avec le cuisinier. C'est déjà la règle de base. Le patron n'a aucun droit de s'occuper des pourboires, n'a aucun droit de piocher dedans parce qu'il y a un trou dans la caisse ou quoi que ce soit. S'il y a un trou dans la caisse, c'est au patron de mettre la main à la poche. Ça n'a jamais été au personnel, c'est une erreur. Voilà, Après, on peut se prendre une réprimande, un accusé de réception en disant « t'as mal fait ton boulot », mais bon, on n'a pas le droit d'exiger de l'argent de ses salariés. Pareil, on ne paye pas la vaisselle cassée, enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et inversement, il y a des petites histoires qui vous expliquent quand vous achetez un jus pressé, où c'est spécifié pressé, ça doit être pressé à la commande. Ça ne doit pas être le jus d'orange du matin, du petit-déj ou de la veille. Ça doit être pressé minute devant vous. Voilà. C'est pour ça que c'est si cher. Un jus d'orange pressé, ça tourne 4-5 € facile. Même plus. D'accord, donc un peu la même règle que d'ouvrir la bouteille de vin devant vous, quoi. Exactement, pour pas qu'il y ait tromperie. Voilà, c'est... Pour les jus de fruits, c'est pour une exigence de fraîcheur, conservation des vitamines, et le vin, pour pas qu'il y ait tromperie. Justement, c'est juste Justin, on le voit remplir une bouteille de vin avec un cubi. Enfin, allez-y, c'est très très drôle. Et tu le disais, voilà, il a fait des duos avec Gaëtan Husson, que je vous propose d'appeler tout de suite. Bonjour Gaëtan Husson. Bonjour. Bonjour, donc t'es humoriste, on va dire spécialisé de la restauration. Ouais, exactement. Hein. Donc d'après ce que j'ai pu découvrir, 15 ans de métier en tant que cuisinier, c'est ça ? Exact. Et un pétage de plomb ? Non, pas forcément. J'avais envie de changer un peu. Et puis c'est vrai que le métier, au bout d'un moment, il a amené à évoluer, mais je serais pas là pour le voir, quoi. Voilà, pas envie de s'enterrer avec les vieux fossiles, j'imagine. Du coup, tout ce que tu racontes, alors on va expliquer, tu es très présent sur Instagram, principalement, et des petits sketchs, et surtout des beaux coups de gueule. Moi, j'aime beaucoup, hein, c'est un peu le reflet de la réalité de ce qu'on vit, nous, dans la restauration. Et... on peut en citer, quoi. Les terrasses qui s'agrandissent, le matcha. J'ai cru comprendre que t'étais très fâché contre le matcha. Non, je suis pas fâché. Je suis pas fâché contre le matcha en direct. Je suis fâché par les gens qui boivent du matcha, quoi. Oui, plus par les gens. Ok. C'est un type de personne, quoi. C'est le bobo. Si on leur dit que le caca d'écureuil c'est bon pour la santé, ils vont en manger, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et donc des sketchs sur Insta et du coup maintenant tu es même sur scène. Ouais, je suis sur scène, ça fait 6 ans que je suis sur scène. 6 ans. Tu vois, j'ai raté des épisodes entre deux. 6 ans, on peut préciser, c'est au point virgule en ce moment ? Ouais, là je suis au point virgule en ce moment tous les lundis. Ma dernière date c'est le 23 juin et à la rentrée je renquille le jeudi à 19h au point virgule aussi, à partir de septembre. Ah, c'est chouette ça, c'est chouette. Et moi j'ai regardé quelques extraits, ça tourne beaucoup sur la restauration. Il y en a un où je me suis fendu la gueule, c'est la drogue dans le milieu de la restauration. Oh, le pauvre dans le public, il s'est bien fait allumer quand même.
Non, ça va, c'est bienveillant à chaque fois, c'est pas... Enfin, il était la farine, on a bien compris. Hein. Et t'as vraiment vécu des épisodes traumatisants dans la restauration ? Bah alors moi, j'ai vécu des épisodes traumatisants. En fait, non, c'est un peu le monde le plus masculiniste. Donc, quand t'es grand, t'es costaud, tout ça, t'as pas forcément du mal à survivre, tu vois. Ouais, donc... Mais c'est les horaires et puis moi j'ai été traumatisant aussi pour d'autres, tu vois. Ouais. Je sais que j'étais dans cet engrenage aussi, quoi. Donc il y a beaucoup de traumatisés qui parlent, mais faudrait que ceux qui traumatisent aussi ou qui ont traumatisé prennent la parole. C'est ce qui ferait changer le plus les choses, quoi. Ouais, j'ai vécu ça aussi. C'est eux qui sont à l'origine de cet engrenage. Moi, j'en ai fait partie, bien sûr. Mais t'as changé. Moi, j'ai arrêté, quoi, parce que c'est un métier qui me tenait trop à cœur et que c'était dur pour moi qu'on mette pas le métier à la même hauteur. Oui, non, je vois, on donne et on n'a pas l'impression de recevoir ce qu'on donne. Bah, on reçoit jamais, de toute façon. Mais après, ça, c'est pas que dans la cuisine. C'est quand tu bosses pour un patron. Après, c'est encore plus... plus marquant en restauration, parce que vu que c'est un métier qui est dur, tu t'en rends compte beaucoup plus vite. Mais je crois que c'est le cas de tout principe de salariat, c'est quand tu bosses pour un patron, tu recevras jamais rien, quoi. Oui, l'impression d'être exploité, usé, essoré, comme la salade. Enfin voilà, d'être considéré un peu comme des merdes. Ouais, non, mais c'est ouais, je conçois. Et pas d'influence extérieure. C'est tout ce que tu racontes, c'est parce qu'il y a des histoires de serveurs aussi. Il y a plein de choses. C'est que ton vécu ou c'est aussi le vécu de collègues Bah, c'est du vécu de collègues. J'ai toujours été assez observateur, donc. Ah oui, on le voit. Tu vois les trucs et moi ça me fait rire en fait certaines situations. Donc j'essaye d'en parler au maximum, mais après c'est un métier qui est tellement, qui se ressemble tellement, quel que soit l'endroit où t'es. C'est ce que j'ai vu en postant les vidéos, quoi. Ah oui, non, mais il y a beaucoup de témoignages, de toute façon, sur les réseaux, sur Internet. On trouve plein de choses concernant la restauration. Et là, il y a un gros boom sur Insta de cuisiniers ou de serveurs qui pètent les plombs. Nous, on en parle dans l'émission. Il y a Justin avec qui tu as fait un ou deux trucs, je crois. Ouais. Et mais voilà, on ressent cette folie. Moi, j'adore le serveur en burn-out qui paye cash, qui dit cash plutôt tout ce qu'on vit nous dans notre corps de métier. Mais c'est voilà quoi. C'est un métier dur, mais c'est une belle reconversion, je trouve. J'espère que tu feras passer le message autour de toi de tout ce qu'on peut vivre, endurer dans notre corps de métier. C'est vraiment chouette que tu fasses ça pour nous, restaurateurs, pour nous, salariés. Voilà, merci beaucoup. Gaëtan Husson, donc au point virgule jusqu'au fin juin, tu m'as dit là ? Exactement, ouais. Et après, on te retrouve en septembre ? Exact. Et ça sera toujours au point virgule ? Ça sera toujours au point virgule. À Paris, voilà. Merci beaucoup Gaëtan, merci de nous avoir permis d'échanger. Merci. Merci beaucoup, salut. Salut. J'aime beaucoup un peu cet humour froid, voilà, c'est... Moi, Gaëtan Husson, j'aime bien, donc au point virgule, voilà, on va refaire un petit peu sa promo quand même. Et sur sa page Instagram aussi, je sais que à chaque fois je parle des pages Instagram, mais bon, moi c'est là aussi que je qu'on pioche, quoi. C'est ça, TikTok ou Facebook ou voilà, on n'a pas trop le choix. Non, ces mini vidéos, elles sont intéressantes, notamment une de ses premières sur la coupure en restauration. C'est vraiment très très drôle, donc. Ou vivre en couple et en étant restaurateur. Aussi. Non, ma chérie, on va différer notre anniversaire. Non, je veux pas. Si. Enfin, voilà, c'est pas le temps. Je dirais rien. Justement, son humour, ça me fait penser à une page Facebook que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le Défouloir de la restauration.
Alors c'est un groupe, faut demander à pouvoir y adhérer. Et là, vous avez, alors pareil, ça fait un peu comme les toqués de la restauration, mais un peu plus violent, quoi. On sent que c'est vraiment pour vider son sac, voilà, faut se vider la tête. Ou est-ce que ça vous arrive que des clients font ce genre de truc ? C'est en fait, c'est le pire de la clientèle. Hein. Je suis désolé, cher auditeur, mais il n'y a pas que le patron ou les salariés qui font de la merde. je le dis clairement. Je vais en citer quelques-unes quand même. Des phrases stéréotypes. Alors, t'as fait la carte vitale. C'est pas gratuit aujourd'hui ? Oui. C'est mon anniversaire, c'est pas gratuit aujourd'hui. Celle-là, elle revient souvent aussi. J'attends de voir si tu vas sortir ma préférée. Ah, vas-y. On a le droit à un coup du patron, tu sais, en fin de repas. Voilà, c'était moi. Bah ouais, mais on connaît le patron. Ah ouais, on connaît le patron. Bah ouais, c'est complet. C'est complet. Ouais, mais je connais le patron. Vous pouvez appeler la direction, s'il vous plaît. J'ai été voir la direction, elle me confirme, c'est toujours complet. Hein. Voilà, même pour vous, même pour le pape. Quand il n'y a plus de table, j'en suis désolé. Je connais le patron, je l'avais oublié celle-là, tiens, tu vois. C'est les influenceurs, à ceux qui veulent. Ouais, alors déjà, il y a aussi les clients voleurs, donc salières, poivrières, les petites cuillères. Moi, j'ai eu le droit aux petits pots de fleurs, du coup, on ne met plus de fleurs sur les tables. Allez, on avait 35 signes en porcelaine, ils ont tous disparu. C'est les verres, nous, les verres sérigraphiés, c'est un grand classique. Pardon ? Et sur la page du défouloir de la restauration, là, récemment, j'ai vu qu'il y a un mec qui s'est fait piquer quand même la brosse des toilettes, quoi. Pas mal. Ça, j'ai une amie qui avait un bar et qui s'est fait piquer la lunette des toilettes aussi, tu vois. On avait croisé aussi une jeune fille, quand je disais que je sortais beaucoup, avec un sac à dos, mais de montagne, quoi. Pas le truc Décathlon, hein, vraiment le gros sac à dos matériel pro. Et on l'a serré parce que elle avait piqué déjà une 20aine de verres dans la mezzanine chez ma copine. Et quand on l'a chopé, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas une 20aine de verres, il y en avait 60. Donc elle a piqué des verres dans tous les bars qu'elle a écumés juste avant. Qu'est-ce que tu fous, même étudiant, avec 60 verres, quoi. Je ne conçois pas le truc. Mais enfin, voilà, le genre de délire, ça existe. Ah, et ça, ceux-là, je les aime bien, c'est les tout nouveaux, les influenceurs maîtres chanteurs. C'est-à-dire, ils viennent manger... Ils disent rien au début, ils viennent manger, tu les vois faire 2-3 photos, et après ils te regardent et ils disent bah non, on va pas payer parce que je suis influenceur, alors soit c'est gratuit et je dis du bien, ou alors je suis obligé de payer et là je dis du mal, quoi. Donc ah oui non, Lucie elle ouvre de grands yeux, mais ça existe réellement. La menace, quoi. Ouais, moi on me l'a fait, on m'a demandé par téléphone, je suis 2-3 fois, on m'a dit je viens manger chez vous gratos, et je fais non. Voilà, je suis pas là, j'ai pas besoin de ça. Oui, non. Et puis, ça fonctionne pas comme ça, le monde, en fait. Je connais pas trop. On est bien d'accord. Je connais pas trop. Voilà, ça finit aussi comme ça. Les tables carafe d'eau. Comment définir ça ? Alors, une table carafe d'eau, c'est la table qui arrive à 19h. Et je vais être misogyne, j'en suis désolé, mais c'est souvent de ces dames qui arrivent à 19h, qui commandent normalement. Jusque-là... Arrive le dessert, donc on va dire 19h, on va dire il est 9h30, voilà, on y va tranquille. Ah ouais, c'est un bon... Tranquille, hein. Ah non, mais là, c'est rien, c'est... Et à partir de 9h30, où t'as servi le café, jusqu'à 1h, 2h du matin, on te réclame une carafe d'eau toutes les demi-heures, et toi, tu attends, alors que toutes les autres tables sont parties, rangées, t'as fait ni ta vaisselle, t'as balayé, enfin voilà, il reste plus qu'elle, quoi, ces tables carafe d'eau, j'appelle ça. Ça, j'en ai régulièrement, j'avoue. Ah oui. Ouais, c'est un truc qui arrive souvent. Ça, tu dois connaître ça. Et pourtant, il y a une parade. Hein. Là, je demande la législation là-dessus. Les additions Muriel Robin. Dans notre corps de métier, le sketch de Muriel Robin est devenu une expression professionnelle qui signifie que chacun va payer exactement ce qu'il a mangé et bu. Donc, il faut diviser les pichets de vin, il faut diviser les bouteilles de vin. 18, voilà. Non. Si vous êtes 4. Si, on s'en fout un peu, mais non, ça devient drôle à partir de 12, je dirais même. 12, je suis d'accord. Parce qu'il y a ceux qui ont pris des entrées, ceux qui n'ont pas pris d'entrée. Ceux qui sont déjà partis, donc il faut quand même régler leur part. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, vous regardez le sketch de Muriel Robin, l'addition, voilà, et vous comprendrez notre mal-être. Et la législation peut faire quelque chose, je l'ai vécu
vécu en vacances aux États-Unis, je l'ai vécu en vacances en Australie, où la loi exige un paiement, un payeur. Point. Tu peux même pas faire ticket resto, espèce, chèque, carte bleue. Non, c'est un paiement. Tu veux payer en ticket resto, tu payes tout en ticket resto. Tu veux payer en espèces, tu payes tout en espèces. Et après, pour partager, tu te démerdes avec tes potes à la sortie. Voilà, c'est clair, carré. Et ben bizarrement, c'est vachement plus fluide quand les gens sortent du restaurant. Hein. Ça va beaucoup plus vite. Les allergies fantômes. T'en as eu ça ? Je suis allergique et en fait la personne n'est pas allergique du tout. Oui, ça arrive. Ça arrive assez rarement que ce soit des fausses comme ça, mais oui, ça m'est arrivé. Ouais. Disons, quand on dit arachide, tu sens que c'est sérieux. Exactement. Voilà, tu sens la vraie allergie. Mais je vais citer, c'était une de mes clientes quand même, là c'était même pas dans le défouloir de la restauration, qui me dit qu'elle est allergique au lactose. Donc on se démerde, voilà, on fait tout pour être sûr qu'il y ait zéro lactose. Et à la fin, qu'il te demande non, une crème brûlée, parce que vous comprenez, c'est cuit, ça me pose pas de problème. Et où t'as vu que le reste était pas cuit, non, enfin bon, c'est pas grave. Voilà, on les poste rapidement, les barriques à vin, ceux qui arrivent déjà sous, bien éméchés, 1 heure de retard. Il y en a beaucoup qui sont dans le sportif quand même, pour en citer quelques-uns. Hein. Et on habite dans un port, hein. J'en dirai pas plus. Non, il y a. Bon, je pense que c'est partout. Moi, je serais plus général. Alors là, c'est que des mecs, là, tu vois. Autant j'étais misogyne, là, je vais être androgyne, mais toujours dans le cliché. Toujours dans le cliché quand même. Ah oui, c'est du cliché. Mais moi, je serais plus généraliste que ça. Je dirais le retard en général. Les clients qui arrivent 3/4 d'heure après et qui s'étonnent de voir que soit leur table a été prise, a été donnée, soit qu'on peut plus les accueillir à ce moment-là parce que c'est trop tard, quoi. Et c'est marrant parce que c'est toujours quel scandale, ça va être de notre faute. Non, ils très ont compliqué, ça. Tout le monde a un smartphone, au moins. Enfin, dans un groupe, il y en a au moins qu'un smartphone, tu préviens. On accepte. Excusez-nous, on s'adapte. On sera en retard. On s'est oublié à l'apéritif, on arrive tout de suite. Pas de souci. Voilà, et on est compréhensif. C'est juste que nous, on veut pas rater une vente, quoi, c'est tout. Exactement. Il y a même une députée, je crois, qui a fait ça il y a pas longtemps dans un restaurant au Havre. Bon, j'arrête. Voilà, le no-show, les no-show. Les dossiers. Vas-y, Michel. Je peux, hein. C'était au Margotte, voilà, et la table... non, c'était à l'anecdote, je sais plus, c'est l'un des deux. Faut vérifier tes sources. Ils ont réservé, et l'excuse de la secrétaire, c'est on s'est trompé de ville. Ah ouais, Saint-Goupil du Manoir et Le Havre, ça sonne pas vraiment la... Bon, enfin bref. Et non, ça a été dans la presse, hein. Ça a été vraiment dit et redit. Dans les trucs comme ça, j'appelle ça les enfants non déclarés. Réservation pour 4 personnes. Toi, tu dresses une table pour 4 personnes. Je vois déjà. Et ils arrivent à 6. Là, tu fais... c'est les enfants, on les avait pas comptés. Ils restent debout à côté de la table. On va les mettre au bout. Ça dérange pas du tout le service, quoi. Alors, surtout s'il y a la poussette, le landau, s'il y a une poussette en plus. La chaise bébé, machin. Non, faut nous le dire, ça. Faut nous le dire. Les enfants, même s'ils mangent pas, on s'en fiche. Ils sont pas obligés de manger, mais faut au moins les asseoir, quoi. Vous les laissez dans la voiture, vous en trouvez... Non, justement, je voulais parler aussi des animaux non déclarés. Ou même des fois, c'est déclaré, t'as la surprise. Donc maintenant, moi, j'accepte les animaux dans le restaurant. Et maintenant, on demande quand même le gabarit du chien, parce que la dame qui m'a dit « Non, je peux venir avec mon chien. » Oui, hop, elle a raccroché. Elle est arrivée avec un gros dog allemand. Voilà, on aurait pu prendre d'autres dispositions. On a bien rigolé, le chien était adorable en plus. Sérieusement, c'était fantastique. Mais il faut nous prévenir, quoi. Voilà, on a des besoins des plans de table. Nous dire... Alors, quand c'est des clients en moins sur une table, c'est pas trop dérangeant, mais quand c'est en plus, ça peut être hyper galère, genre le midi, quand tout le monde est pressé, parce qu'ils vont travailler juste après. Voilà, ça, c'est... je vous jure que c'est vrai. Les enfants sans surveillance. Moi, j'adore les gamins dans les restaurants, j'adore quand ça rigole. Un rire d'enfant, il n'y a rien de plus joli à entendre. Et quand, par contre, ils sont pas surveillés, qu'ils courent un petit peu partout... J'avoue qu'on prie qu'ils se prennent un comptable ou qu'ils renversent un verre, on sait jamais. Voilà, on y a déjà pensé. Souvent,
On fait pas de croche-pied, mais on y pense fort. Voilà, à tel point, jusqu'où... Alors ça, c'était le défouloir de la restauration. À tel point, j'ai trouvé une autre page Facebook qui existe depuis bien longtemps et bien avant le Covid, parce que il y a eu le Covid entre deux. Ça s'appelle Le Barman vous déteste. Et j'avoue que c'est plus pour les professionnels, mais il y a le barman vous déteste, le serveur vous déteste, le cuisinier vous déteste, le pizzaiolo vous déteste. Voilà, des t-shirts de toutes les tailles en plus. Même moi, je peux m'habiller chez eux. Voilà. C'est génial et c'est pas trop cher. Enfin, je les aime beaucoup. Enfin voilà, pour moi, c'est mieux qu'une thérapie chez le psy quand même, ce genre d'émission. Pour nous, professionnels de la restauration, amis clients, m'en voulez pas, mais bon, certains ont dû se reconnaître, j'en suis désolé. Nous avons pas tout abordé, genre. On avait beaucoup, et on avait, comme vous avez pu l'entendre, on a beaucoup à dire sur le sujet. Ouais, on en a beaucoup. Voilà, mais bon, c'est bien aussi d'en rire. Moi, je voulais juste te parler d'un dernier, alors encore une fois, un compte Instagram. Une fois n'est pas coutume, mais si. Non, mais alors là, pour le coup, c'est de l'autre côté, c'est-à-dire le pire en cuisine, mais du côté des cuisiniers qui renversent des choses, qui font, qui font vraiment des conneries. Ceux qui ont des mains Lidl, des mains en pot de pêche. Et ça s'appelle, alors c'est en anglais, mais sont des vidéos sans le son. Souvent, ce sont des caméras dans les surveillances, voilà, avec vraiment des cuisiniers, des chefs qui renversent des hectolitres de sauce, etc. Donc bon, il y a un petit côté, je l'ai vécu. Un petit côté vidéo gag, mais voilà, nous aussi, on fait des erreurs qui nous énervent. Ça s'appelle For the Chefs, en anglais, donc tout attaché. Et voilà, c'est marrant aussi de voir que les couacs et les énervements, évidemment, ça arrive aussi de l'autre côté. Donc le pire de la restauration, c'est aussi en cuisine. On est tous coupables. Voilà. Patron, salarié, client, on est tous coupables. C'est ça, on vient de hurler sur tout le monde, mais on hurle aussi sur nous-mêmes. On vous aime tous. Exactement. Et moi, dans ceux qu'on a oubliés, que je ne citerai pas, les commerciaux qui débarquent à n'importe quelle heure pour essayer de te vendre... les livraisons à 13h15. Ah bah voilà. Ça, t'es en plein boom, en plein service, tu cours partout et le mec, il arrive avec son diable. C'est des cagettes de légumes et ça pose pas de problème. Bah non, ouais. Bah si, mon con. Enfin voilà quoi. L'administration, les tickets resto, t'en as 12 sortes différentes, faut les trier par montant, par maison, par découper le coin, mettre le tampon. Enfin voilà, c'est toujours ça et tout le reste quoi. Voilà, c'est. Merci beaucoup d'être là quand même, de nous faire vivre. Voilà, j'ai plus rien à dire. Moi. Oui, juste quand même vivre la restauration, parce qu'on aime ça quand même. Force et honneur, comme on dit dans le corps. Voilà. Je rappelle que c'est un peu une devise de la Légion, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre. Vous retrouverez le podcast sur west-track.com, sur toutes les plateformes, sur toutes les box. Et comme disait Joël Robuchon... Et bon appétit, bien sûr.